Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la deuxième édition des webinaires Big Data Paris 2018. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Manigeot, directeur des opérations chez Cinequa, Gaël Ledilly, manager Data Science au sein du groupe Estia, et messieurs Vincent Poncet et Julien Michel, Solution Engineer chez DataStax. Vous pouvez rencontrer tous ces intervenants les 12 et 13 mars sur le salon Big Data Paris. Sans plus attendre, j'introduis notre premier intervenant, Luc Manigeot, directeur des opérations Cinequa. Il va nous parler de la transition d'un modèle data-driven vers un modèle information-driven avec le Cognitive Search. Monsieur Manigeot, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, m'entendez-vous en retour? Oui, on vous entend très bien. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie de m'offrir ces quelques minutes pour vous présenter notre solution, vous parler de Cinequa, de cette notion peut-être un petit peu nouvelle de Cognitive Search and Analytics, ou plus précisément comment passer effectivement d'un modèle orienté data à des choses plus riches, à savoir l'information qui est à un niveau un peu supérieur. Et bien évidemment, j'espère tous vous rencontrer sur le salon Big Data pour faire plus ample connaissance. Donc sans plus attendre, je vais introduire effectivement les définitions que je viens d'évoquer. Je commencerai par une slide unique pour introduire Cinequa en tant que société pour ceux parmi vous qui ne nous connaissent pas. Cinequa est un éditeur de logiciels français qui est sur ce secteur que je ne manquerai pas de définir dans quelques instants, de Cognitive Search and Analytics. Alors les noms varient d'un intervenant à l'autre, mais je vais effectivement définir ces notions. Vous pouvez retenir que les principaux assets de Cinequa en tant qu'éditeur sont une très forte compétence dans l'analyse des langues, que l'on nommera Natural Language Processing en anglais. Le machine learning a été traduit ici comme la modélisation automatisée, c'est-à-dire tout le travail que la machine peut effectuer elle-même. Voilà un autre point fort de notre solution. Et puis la connectivité via un catalogue riche de plus de 160 connecteurs vers des sources de données. On comprendra que les données, il faut bien les rejoindre d'une façon ou d'une autre. Et puis, on n'aura pas peur d'envisager des projets de très grande ampleur, avec des très gros volumes, avec des données extrêmement variées mais très volumineuses. Et comme vous le voyez sur la dernière ligne de ce slide, notre offre se destine principalement, pour ne pas dire exclusivement, à des grands comptes, qu'ils soient privés ou publics. Donc Cinequa a son siège social à Paris, avec une grosse filiale aux États-Unis qui couvre à peu près la moitié de notre chiffre, la moitié étant donc aux États-Unis, la moitié sur l'Europe, grâce à des agences également à Londres et à Francfort. Donc, une autre façon de définir Cinequa, c'est de le voir par le prisme des catégories de logiciels que ne manquent pas de définir les analystes Forrester et Gartner. Nous sommes effectivement extrêmement fiers d'être leaders dans deux d'entre eux. Donc, nous sommes leaders dans une Forrester Wave qui porte le nom justement de Cognitive Search and Knowledge Discovery. Et nous sommes leaders dans un cadran le fameux Magic Quadrant du Gartner, pour les Insight Engines. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sont ces animaux-là? D'abord, on n'est pas tout seul sur ce créneau, comme vous pouvez voir, il y a également des concurrents, mais ça mérite effectivement d'être défini. Il va s'agir en réalité de combiner un certain nombre de méthodes pour parvenir à ces fins, qui est d'extraire l'information depuis tout l'environnement informationnel qui gravite dans votre entreprise, dans votre environnement de travail. Donc vous voyez cette ficelle tissée de différents brins. La valeur de tout ça va vraiment être tirée de la combinaison de ces différentes technologies que sont le machine learning, le NLP, donc analyse linguistique, le search, car on va être l'offre est construite sur un socle de type moteur de recherche d'entreprise. Et puis, adresser la performance, adresser les enjeux de sécurité, être capable d'aller chercher les données partout où elles se trouvent, vont être également des fils conducteurs de cette présentation. Mais avant de présenter le produit, on va revenir encore une fois sur des notions de base. Je voudrais simplement présenter le contexte tel que je le vois. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça signifie et quel est le degré de maturité de cette intelligence artificielle? Alors, on entend tous qu'il y a des applications dans la médecine, dans la sécurité, dans les différents secteurs industriels, la banque, la surveillance des flux financiers, par exemple, la vie des entreprises en général.
mais il faut véritablement comprendre quelle est la limite actuelle de ces technologies et jusqu'où on peut aller et pourquoi on peut aller jusque-là et pourquoi on pourrait éventuellement ne pas aller au-delà dans un premier temps. Donc la question est vraiment à se poser aujourd'hui, c'est quelles sont les limites de cette intelligence artificielle compte tenu de la technologie actuelle et comment mettre toutes les chances de notre côté pour en tirer le meilleur bénéfice. Alors, pour partir d'exemples extrêmement triviaux, il y a des exemples qui fonctionnent absolument très bien. Classer automatiquement des fruits et légumes par calibre, arriver au niveau d'un grand maître de jeu d'échecs ou de jeu de Go en une paire d'heures, ou encore jouer contre les humains en tant que machine à des jeux vidéo, c'est ce que je qualifierais d'exemple simple. Ça fonctionne redoutablement bien. L'intelligence artificielle est là avec, dans certains cas, un surclassement de la capacité humaine. Mais vous m'accorderez qu'on est sur des exemples finalement assez simples. Même un jeu de Go qui est sensiblement plus compliqué qu'un jeu d'échecs, on reste malgré tout sur quelques cases et quelques règles relativement simples à enseigner à une machine. Alors d'autres cas d'usage peut-être un peu moins médiatisés, encore que sont tout aussi efficaces, à savoir par exemple segmenter une base de clients ou identifier des profils par rapport à des comportements utilisateurs, surveiller des menaces. Vous avez peut-être des services bancaires efficaces qui permettent de prévenir contre des fraudes sur vos cartes bleues ou ce genre de choses. Et puis, vous avez probablement expérimenté également des recommandations relativement efficaces sur des sites comme Amazon ou autres. Donc là, voilà encore des cas d'exemple de l'intelligence artificielle que je qualifierais d'encore assez simple dans la mesure où on est souvent sur des sources uniques, sur des données bien maîtrisées, bien homogènes et des choses qui sont qui sont simples à enseigner à une machine. Dans la vraie vie, ce que je veux dire par là, c'est dans votre environnement professionnel, vous avez ce que les uns appelleront le digital workplace ou l'information landscape, c'est-à-dire toute la donnée qui peut participer de votre activité, professionnelle. Alors vous avez toutes ces sources de données potentielles qui vont contenir de l'information structurée, non structurée, interne, externe, et finalement, comment l'exploiter pour trouver la bonne information, la catégoriser, la classer, la comprendre, la mémoriser d'une certaine façon, la sécuriser également, puisqu'il y a des notions de protection de données qui sont très importantes ces jours-ci, la nettoyer, le cas échéant, l'enrichir, bref, chercher, découvrir, analyser. Donc se pose un véritable challenge de comment faire que votre entreprise devienne mieux à même d'appréhender l'ensemble de ces données qui constituent dans leur ensemble l'information avec un grand I. Alors, on peut en fait se poser vraiment la question de information driven versus data driven. En fait, si vous regardez les étapes d'un schéma qui apparaît ici à droite, on a la donnée d'un côté, clairement, et il faut la porter à la connaissance d'un utilisateur. Donc les points et les points 2, d'ailleurs je m'adresse aux organisateurs de Big Data, je m'aperçois que la présentation n'est pas en mode présentation. Je ne sais pas s'il y a un moyen de la passer en mode présentation. Sinon, on peut continuer comme ça, c'est pas très grave, mais on perd quelques animations au passage. Donc, comme je n'ai pas forcément la main, je vais vous laisser regarder si c'est possible. Sinon, je continue mon explication. Donc, les données d'un côté, l'utilisateur de l'autre. Maintenant, comment manifestement faire mieux? Eh bien, c'est là qu'appartiennent les étapes 3 et l'étape 4. Alors, l'étape 3, c'est quoi? C'est enseigner au système un tas de choses que l'on sait déjà. Et c'est là que va intervenir, par exemple, l'analyse des langues, la capacité d'introduire des règles de classement, d'introduire des règles d'extraction de texte, d'enseigner avec des taxonomies, des ontologies, bref, tout ce que l'humain a envie d'expliquer à la machine pour qu'elle soit un tout petit peu plus intelligente et qu'elle ne se contente pas de régurgiter des données en sortie d'un silo de données. D'autre part, le point 4, c'est le machine learning, le self-learning, j'ai envie de dire, puisque le machine learning, c'est la science de la donnée qui se nourrit de l'exemple, qui se nourrit de la donnée elle-même, qui se nourrit du contexte qui lui parvient. Donc, vous voyez cette flèche auto-alimentée, quelque part, qui va permettre de rajouter également un petit peu d'intelligence à un dispositif qui n'en possède peut-être pas suffisamment. Donc, cette partie rouge et cette partie bleue sont les deux principaux facteurs pour rendre plus intelligent un système de remontée d'informations à un utilisateur.
Alors, ce diagramme, maintenant, nous explique que le but de tout ça, ça va être de, finalement, réduire la charge de travail humaine. Donc, on va la réduire successivement, justement, avec ces différentes technologies que je viens d'évoquer. La prise en contexte de l'utilisateur, savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a pu faire auparavant, dans quel service il travaille. Voilà déjà un moyen de réduire sa charge d'interprétation des données, puisqu'on va potentiellement lui porter qu'une partie des données à sa connaissance. On va le guider un tout petit peu dans les sources plus importantes les unes que les autres. Donc le contexte est important. Et petit à petit, en ajoutant ces règles d'analyse linguistique, par exemple, donc c'est la brique verte, toutes ces règles de connaissance explicite dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, le machine learning avec ce que j'appelle ici raisonnement machine, puis enfin, pourquoi pas, une couche de présentation astucieuse qui permet là aussi de lui faciliter l'interactivité avec ces données. On va finalement avoir pour objectif principal de réduire la charge qui revient à l'interprétation humaine. Alors, on ne l'enlève pas, elle est toujours présente, cette brique, mais elle est considérablement réduite. Et donc, l'objectif est évidemment d'augmenter la productivité, de réduire les temps d'accès à toutes ces données, de faciliter la vie de cet utilisateur. Vous voyez, depuis le début, je l'appelle utilisateur parce que manifestement, ça peut être un employé de toute nature, quel qu'en soit son rôle au sein de la société, un veilleur, un knowledge manager, mais pourquoi pas un conseiller clientèle, un chercheur, voilà. Donc, tous les profils sont concernés, ils vont tous avoir ces données à appréhender massivement. Si on prend cette nouvelle visibilité, cette nouvelle infographie pour expliquer un petit peu la même chose, on avance progressivement dans un workflow qui est celui que SineQuA va proposer dans son produit, qui sera la slide suivante. On va commencer par la configuration des connecteurs. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 160 connecteurs. L'idée, ça va être de rassembler toutes les données connues à un point d'accès unique. Donc, vous avez effectivement des données non structurées, des messageries, des file share, des intranets, des systèmes de gestion de contenu de données, des données internes, externes. On peut tout imaginer. L'objectif petit 1, c'est de tout ramener au même endroit. Donc, c'est en ça qu'une infrastructure de type Enterprise Search, moteur de recherche d'entreprise, est un bon point de départ. Dans un deuxième temps, cette donnée, il faut la nettoyer. Deuxième challenge que vous avez à adresser, c'est que ces données, même si vous les avez rassemblées au même endroit, elles sont encore dans des centaines de formats possibles. Vous avez bien évidemment les plus courantes qui sont du HTML, du PDF, des suites Office et des choses comme ça, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des plans AutoCAD, avec des formats plus ou moins exotiques. Bref, de très nombreux formats vous amènent à manipuler des données, et là aussi, il va falloir au moins être en capacité de la nettoyer, de la ramener sous un format appréhendable, à savoir, pour ce qui nous intéresse, le texte et les métadonnées associées. Quel est le contenu, qu'est-ce qui finalement est informationnel au sein de ces documents, et quel est le contexte en termes de métadonnées. Ça peut être une localisation, un auteur, un titre, une taille, n'importe quoi, toutes les métadonnées qui viennent simultanément. Et bien évidemment, les droits d'accès également, qui sont des métadonnées en tant que telles, à savoir qui a le droit de consulter cet ensemble de documents. Donc, on a franchi la deuxième étape. La troisième, ça va être d'adresser encore un challenge différent, qui est le multilingue. Vous avez potentiellement dans des comptes internationaux cette problématique de gérer des langues multiples. Donc là aussi, l'analyse linguistique, l'analyse sémantique, le text mining correctement ajusté va permettre de simplifier considérablement cette complexité du problème en extrayant des faits, en extrayant des données structurées de toutes ces langues, de tous ces textes écrits dans des langues diverses. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que vous arrivez simplement au point où vous pouvez enfin espérer injecter quelque chose à un algorithme de machine learning. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'état de l'art fait que vous ne pouvez pas d'emblée lui proposer quelque chose de trop complexe. Essayez de mettre dans un data lake Hadoop des centaines de formats de documents de toute nature sans chercher à les nettoyer et pourquoi pas de toutes les langues possibles sans aucune préparation. Il y a de fortes à parier que l'algorithme de machine learning, de classement, d'analyse prédictive, de ce que vous voulez, ne produira rien. Donc, il y a un très gros travail de préparation des données qui sont adressés par les 3 premières colonnes de ce diagramme. Enfin, on va pouvoir activer ces algorithmes de machine learning qui sont tout simplement alors à l'état de l'art, on va en donner quelques exemples dans un instant, mais donc du classement, de l'analyse prédictive, du clustering non supervisé, de la recommandation, de l'amélioration par apprentissage et j'en passe. Donc la finalité de tout ça, ça va être quoi? Ça va être de présenter finalement à un utilisateur par le prisme d'une application, et j'insiste sur le mot application, quelque chose qui correspond à
ses objectifs professionnels et qui vont finalement lui être présentés, j'ai presque envie de dire, sur un plateau, grâce à tous ces étapes préparatoires pour lui faciliter la tâche. Donc on est sur une structure logicielle, une pile, une stack logicielle, comme on dit, de moteurs de recherche d'entreprise, parce que c'est notre historique, hein, SineQuA est en fait un éditeur dans ce secteur-là depuis très longtemps, mais on change vraiment de valeur, d'échelle de valeur, dès lors que l'on dit on est en capacité de vous proposer une application qui va véritablement vous aider dans le cadre de votre métier et qui va reprendre une partie de votre tâche humaine grâce à ces différentes technologies. Alors, voyons maintenant effectivement le diagramme d'architecture fonctionnelle de SineQuA, dans lequel vous allez retrouver dans la partie basse les connecteurs. Donc, ces différents connecteurs qui sont, j'ai presque envie de dire, de la plomberie. On a envie d'aller chercher techniquement ces contenus. Alors, quand on dit aller chercher, il faut prendre garde au fait qu'on parle bien d'une indexation. C'est-à-dire que là où l'intérêt de reposer sur une structure de type moteur de recherche est intéressante, c'est qu'on ne copie pas les données comme on le ferait dans un data lake. On va simplement les adresser. Donc, elles sont effectivement rapatriées à des fins d'indexation, mais la référence reste votre source opérationnelle, votre réseau social, votre système de gestion de contenu, etc. Donc, ces connecteurs ne servent qu'à accéder à la donnée pour pouvoir y appliquer les deux briques centrales qu'on y voit ici, à savoir l'analyse linguistique et le machine learning, conjointement ou successivement, pour stocker le résultat dans ce que je retraduirais ici en bon français par un index distribué en réalité, sur lequel on va construire des applications. Donc SBA, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, signifie Search Based Application. C'est bien une application qui va se nourrir d'un index de moteur de recherche pour adresser ce besoin applicatif d'entreprise. Alors la distinction entre les différents carrés bleus, c'est soit vous avez une interface qui est proposée directement par SineQuA par le biais d'un atelier de conception pour définir cette application, soit vous passez par des API de différentes natures pour consommer cet index au profit d'une application tierce. Alors pour rentrer un peu concrètement dans chacune des strates de cette pile logicielle, vous voyez pour commencer ces quelques 160 connecteurs qui sont en permanente évolution. On en rajoute une vingtaine par an chez SineQuA. Et comme vous le voyez, qui permettent d'adresser des données internes, des outils cloud, des données publiques sur Internet, mais également des messageries internes, des outils de BI, des outils de gestion de contenu. Donc la famille est large. Tous ces systèmes-là, finalement, sont susceptibles de renfermer du contenu informationnel qui sont susceptibles de m'intéresser dans mon job. Et cette liste va être extrêmement extensive au sens où, comme je l'ai dit, on rajoute de nouveaux connecteurs. Tous ces connecteurs sont développés par SineQuA pour adresser les besoins en connectivité de nos clients. Une fois que cette connectivité est assurée, c'est bien le moment où, comme je l'indiquais, on va donc enchaîner sur les deux technologies majeures. La première étant le traitement automatique des langues et le second, le machine learning. Alors, si on s'arrête un instant sur le traitement automatique des langues, on voit qu'en fait, ce traitement automatique des langues est utilisé avec un objectif bien précis. Il ne s'agit pas ici d'être en question-réponse intelligente comme le proposent des agents conversationnels très actuels, très en vogue actuellement. Il ne s'agit pas non plus de faire de la traduction automatisée ou de faire de la reconnaissance de parole ou ce genre de choses. Pour nous, le traitement automatique des langues a pour vocation de prendre ces éléments de texte qui émergent des connecteurs et de les structurer, quelle qu'en soit la langue d'origine. Donc, l'enchaînement qui est nécessaire pour arriver à ces fins-là, c'est petit 1, détecter la langue dans laquelle est écrit, comme ici, cette lettre qui est parvenue à une société d'assurance. Une fois que la reconnaissance de la langue est effectuée, comme ici en français, on peut donc orienter l'analyse vers la bonne analyse syntaxique pour savoir où sont les verbes, les compléments, trouver les noms, les verbes, les adjectifs, se débarrasser des mots grammaticaux. Il y a tout un travail qui va dépendre de la langue pour vraiment décortiquer ce texte en unités simples. Et puis, les 3 bullet points suivantes vont être effectivement des vecteurs de structuration du non structuré. C'est-à-dire que isoler des concepts, isoler des entités nommées, des faits, des relations, des mécanismes particuliers, sont des capacités du produit qu'on va adresser pour chacune des langues. Alors, tout ceci va se nourrir, comme on l'a vu tout à l'heure dans le diagramme,
de choses très standards offertes par Sinequa, des sociétés, des mails, des numéros de téléphone, des adresses postales, mais également de tous les vocabulaires métiers dont vous disposez. Donc on aura une intelligence explicite, provenance de votre connaissance humaine, grâce à tous les composants métiers, tous les référentiels métiers qui pourraient nous servir à cette tâche-là. Et quoi qu'il en soit, à la sortie de cette analyse, je dispose de quelque chose d'infiniment plus structuré, avec en réalité des noms de personnes, des lieux, des plaques d'immatriculation comme ici, des montants, des sommes d'argent, des dates, etc. Donc ça, c'est un élément de structuration très important qui nous permet donc de simplifier le problème et de se débarrasser de ces données non structurées qu'on a tant de mal à adresser. Étape d'après, l'input vers ce machine learning. Donc en haut, vous retrouvez l'index qui a été populé avec ces documents correctement analysés, correctement structurés. Et là, on va pouvoir dégainer tous les algorithmes qui sont disponibles sur le marché. Et donc, on utilise le framework Spark que d'aucuns d'entre vous connaîtront si vous êtes un petit peu familier avec le machine learning et le big data, pour faire, par exemple, de la similarité entre documents, pour éviter la prolifération, retrouver des doublons. Enfin, il y a plein d'applications. Faire de la classification supervisée ou non supervisée, de la recommandation à des utilisateurs en fonction des comportements de leurs pairs, faire de la prédiction, etc., etc. Et vous voyez qu'à droite, on a également ajouté une porte d'entrée pour vos collaborateurs, en particulier, je pense à des data scientists qui existeraient dans vos entreprises, parce que là aussi, au même titre que les dictionnaires pour la partie linguistique, on va avoir besoin d'injecter de l'algorithmique métier. Donc pour ça, vous aurez deux solutions. Soit passer par un atelier qui permet d'assembler ces briques pour en fabriquer des algorithmes complexes. Donc il y a tout un atelier de design de projets de machine learning à base d'algorithmes simples qui sont chaînés entre eux les uns les autres. Ou bien vous avez la possibilité également de développer directement dans les langages de votre prédilection, ceux dont vos data scientists peuvent raffoler, c'est-à-dire du Scala, du Python, etc. L'intérêt étant d'interagir directement avec la solution Sinequa pour lui apprendre là aussi des algorithmes mathématiques complémentaires tout à fait utiles. Donc comme je l'ai dit, on vient là aussi avec des choses très prêtes à l'emploi, très packagées, mais il y a cette ouverture vers de l'algorithmie métier. Je pense à des domaines dans le pétrole, dans la finance, dans tous ces secteurs pour lesquels des gens très aguerris ont déjà affiné des algorithmes spécifiques. Pourquoi Sinequa peut devenir une plateforme de data science au même titre que celle que vous pouviez avoir en tête auparavant? Cette infographie qui vient de Forbes explique que dans la vie d'un data scientist, pour un data scientist, finalement, 80% de son temps va correspondre à cette partie verte de ce donut qui consiste à dire je vais avoir à collecter cette information de plein d'endroits différents et surtout la nettoyer, ça va être très fastidieux avant de pouvoir passer quelques minutes de mon temps à pouvoir effectivement appliquer ces algorithmes. Ce que propose finalement Sinequa, c'est au travers d'une plateforme extrêmement packagée, gagner une très grosse partie de ces 80% du temps et se concentrer sur la partie la plus importante qui est cette analyse de données elle-même. Donc tout ça va être rendu possible derrière une console d'administration très vaste qui permettra à des administrateurs fonctionnels et techniques, selon leur rôle, selon effectivement la gouvernance qui aura été établie dans cette plateforme, pour les uns d'ajouter des dictionnaires, pour les autres de créer leurs propres algorithmes, pour les derniers de designer leurs interfaces ou de rajouter des sources, de monitorer la solution également. Donc la plateforme d'administration que l'on spécifie en fonction des rôles est complète, all-in-one. Vous avez toutes les capacités d'activer, de moduler, de paramétrer les concepts que j'ai évoqués jusqu'à présent. Donc je vous ai présenté la solution Sinequa comme une plateforme qui permet effectivement d'instancier des cas d'usage de différentes natures. D'un point de vue visuel, il faut s'attendre à des rendus et des expériences utilisateurs extrêmement variées d'un client à l'autre. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé tête baissée dans une démonstration très monolithique, parce que d'un client à l'autre, l'expérience utilisateur, le visuel, va être fondamentalement différent. Donc il faut comprendre que derrière l'ensemble des clients Sinequa, vous avez des cas d'usage extrêmement variés, qui vont de la vue 360 degrés d'un produit, d'un client, d'une technologie, la détection automatique d'experts pour des fonctions RH, mais également pour des fonctions de recherche fondamentales. Par exemple, aller chercher des experts sur Internet au sein de la communauté scientifique.
la gestion des données personnelles va être un élément évident, puisque le seul fait de pouvoir identifier des noms de personnes au sein de toutes les sources de l'entreprise sont finalement le socle à partir duquel vous allez pouvoir être compliant avec la GDPR, les nouvelles lois associées. Donc, la détection de fraude, l'analyse du renseignement, de toutes les menaces, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient financières, la cybersécurité, et bien évidemment des fonctions plus larges comme la gestion de la connaissance en entreprise et la collaboration au sens large. Donc, secteur par secteur, on va vraiment décliner des cas d'usage très variés sur la base d'un produit unique qui est celui que délivre SineQuoi. Ma dernière slide sera celle-ci et j'en profite pour vous proposer de me poser des questions par le biais du chat. Voici quelques clients stratégiques de SineQuoi, parmi lesquels vous retrouvez des grands noms dans tous les secteurs. Encore une fois, ils utilisent tous le même produit, qui est cette plateforme qu'on appellera SineQuoi ES version 10, qui est la version courante. Si vous avez cette opportunité de nous joindre au Salon Big Data 2018, vous aurez également la chance d'assister à un témoignage de la société Alstom que j'ai entouré ici et qui a déployé SineQuoi en quelques mois l'an passé et qui viendra partager un témoignage utilisateur. Voilà. Je vous laisse les quelques minutes réglementaires pour me proposer quelques questions si des questions vous viennent à l'esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat conversation publique. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Monsieur Manigeot, merci beaucoup pour votre intervention. Vous pouvez retrouver Monsieur Manigeot les 12 et 13 mars sur le Salon Big Data Paris.